Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci beaucoup d'être là. Vendredi aujourd'hui, donc c'est le Méli-Mélo, plusieurs sujets. Mais avant, j'ai deux petits messages à vous faire. Premièrement, je vous rappelle, vous le savez, ferait bien mon affaire si, par exemple, vous pouviez partager le podcast sur vos médias sociaux, vous abonner soit à ma page Facebook, à la page Facebook Les vraies affaires zéro bullshit ou encore sur le site YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Tout ça nous aiderait à continuer à vous informer, à vous donner, dans le fond, l'autre côté de la médaille, dans le fond, pas de bullshit. Deuxième sujet dont je veux vous parler, c'est qu'on a découvert qu'à chaque fois que je parle de vaccination, il y a une petite frange de la population, de nos auditeurs très fidèles, une petite frange qui peuvent pas s'empêcher de m'insulter, qui pensent que je suis un peu épais, puis que j'ai pas de bon sens, que je suis sur le payroll du gouvernement, toutes des crises de niaiseries, là. Alors, on va régler ça. Et je vous annonce que la semaine prochaine, je vais faire un genre de petit débat, questions-réponses, avec mon partenaire d'affaires, Bruno Desormeaux, on va lire certains de vos brillants messages. Évidemment, sous le couvert de l'anonymat, parce que vous n'avez pas le courage, contrairement à moi, de mettre votre face puis votre nom réel là, sur vos publications. Fait que je vais vous interpeller. Je vais lire de la barbe que vous m'avez écrit, puis on va voir qui est le plus brillant entre vous et moi sur certains aspects de la vaccination. Alors, la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Fait que gâtez-vous, là. Vous avez encore quelques jours avant que vous passiez pour des célèbres. Alors, on va régler ça ensemble. Vous êtes la minorité, vous êtes en train de nuire à la majorité. Vous êtes une minorité qui se drape derrière des valeurs que vous ne défendez pas dans d'autres circonstances. Fait qu'on va régler ça la semaine prochaine. Alors, je voulais vous dire ça. Fait que ça va être assez dynamique. Bruno va faire l'avocat du diable et puis on va avoir du plaisir. Méli-Mélo aujourd'hui. Bon, plusieurs sujets. Je veux commencer avec rapidement, là, parce que je ne vais pas reparler de ça souvent. Débat d'hier. Ça fait déjà 2 fois que je parle de débat. Mais le débat d'hier en anglais, ça a été le plus chaotique. Une réelle cacophonie. J'en reviens pas de la réaction des Québécois d'attaquer. Aujourd'hui, même Mario Dumont attaque la première question du débat envers Yves-François Blanchette, qui dit, regarde, c'est des lois discriminatoires par définition, oui, quand on est obligé d'utiliser la clause dérogatoire pour dire, on ne pourra pas passer à travers le test des chartes. Donc, on dit, nous autres, on enlève des droits constitutionnels aux Québécois, tant en matière religieuse pour la loi 21 ou 96 pour la loi linguistique. La question était bien posée, la question était dure, la question était risquée, mais il n'y a aucun journaliste au Québec qui a risqué de faire ça. Mais en anglais, ils l'ont fait et le Québec est en train de se réveiller en disant « c'est épouvantable comme question ». Non, ce qui est épouvantable, c'est la loi, pas la question. Et premier constat. Deuxième constat, moi je trouve que c'est M. O'Toole qui hier a marqué plus de points, a bien manœuvré en anglais pour expliquer son programme. Les attaques étaient plus incisives également. Puis M. Trudeau a eu plus de misère. J'ai trouvé que M. Trudeau avait été sur la défensive tout au long de la soirée. Puis là, on a vu que ce que ça donnait quand on avait quelqu'un qui ne maîtrisait pas la langue du débat. Parce que c'est peut-être plus facile pour Yves-François Blanchette d'être bon dans un débat dans sa langue, mais on a vu hier qu'en anglais, il en a arraché, mais solide. Puis c'est assez particulier de toujours voir quelqu'un qui est sur la tribune pour devenir, dans le fond, un des chefs de partis nationaux. Puis à chaque fois qu'on lui demande « Ouais, mais toi, tu ferais quoi au Canada? » il répond toujours la même chose. « Ben moi, j'ai aucune aspiration de devenir premier ministre. » Il va falloir se poser la question. S'il n'y a aucune aspiration de devenir premier ministre, est-ce qu'il y a d'affaires au débat? Je pense que c'est une question légitime. Il y a plusieurs qui vont dire, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de députés, puis il y a des intentions de vote au Québec, etc. Mais est-ce que c'est suffisant? Quand tu n'as aucune aspiration, je ne sais pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça va être intéressant de voir l'effet combiné de la sortie de M. Legault en faveur de M. O'Toole, la bonne performance de M. O'Toole hier. Ça va être quoi l'effet combiné de cela sur le vote en Ontario? Et ça se resserre. Hein? Il y a beaucoup d'éditoriaux en Ontario qui commencent à dire que, bon, ben c'est le temps que Pretty Boy, je prends l'expression de certains éditorialistes, M. Trudeau, Pretty Boy se tasse, parce que là, on est rendu dans un jeu pour les grands, puis ça prend quelqu'un avec un peu plus d'étoffe qu'un prof de théâtre. Alors, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Le bureau de vote par anticipation commence en fin de semaine.
on va espérer un bon taux de participation, même si j'en doute. Bon. Vaccination obligatoire, deuxième sujet. Je vais vous parler de ça parce que ça entre en ligne de compte vraiment, là, avec les amendes, etc. On a fait un pas de plus cette semaine sur la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé. Toutes des bonnes nouvelles, à mon sens. On apprend qu'aux États-Unis, 80%, une nouvelle mesure de M. Biden, 80% des travailleurs devront avoir 2 doses. Quand je cumule l'ensemble des mesures, là, bon, ben pour les employés fédéraux, puis pour les employés de la défense, puis pour le ci, puis pour ça. Quand je mets tout ça ensemble, les employés qui travaillent dans une entreprise avec 100 employés et plus, ben, quand je calcule tout ça, c'est 80% des travailleurs aux États-Unis qui devront être vaccinés. Donc, c'est majeur. Je fais un lien avec l'Outaouais. L'Outaouais, encore pas mal bonne dernière ou avant-dernière ou dans le peloton de la fin ou dans les pires résultats en termes de vaccination à 2 niveaux. Vaccination générale puis vaccination du personnel de la santé. Population générale, l'Outaouais est à 85,4% de vaccination, dernier chiffre, et le Québec en entier est à 87,5%. C'est pas mal. Au Québec, ça c'est la population générale. Puis d'un travailleur de la santé, il y a 1500 travailleurs qui manquent. Alors, en fait, les chiffres que je vous donne là, c'est la santé. En population générale, on est avant-dernier. Puis à la santé, 85 puis 87, la moyenne québécoise. On est donc 1500 travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés, puis ils ont jusqu'au mois d'octobre, mi-octobre, pour se faire vacciner 2 doses. Comment ça se fait qu'on est encore dernier? Ou avant-dernier, ou proche de la fin? Y a-t-il quelque chose qu'on... Qu'est-ce qui se passe en même temps? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Pourquoi on est... Là, c'est pas une question de disponibilité de vaccins, c'est pas une question de ressources humaines, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de frontalité, c'est pas une question... Ça n'a rien à voir avec Gaétan Barrette. On peut pas blâmer personne d'autre que le personnel de la santé qui refuse, puis des gens de l'Outaouais qui refusent. Parce que je pense pas que dans ces chiffres-là, il y a tout ce monde-là qui sont incapables. Puis j'ai une grande compassion pour les gens physiquement incapables de recevoir le vaccin, mais ils ne sont pas dans ces stades-là, ou pas beaucoup en tout cas. Troisième sujet du méli-mélo, et ça c'est assez particulier, vous allez voir, c'est du rarement vu au Québec, je vais vous parler de sondage. Alors, il y a, avec le débat sur les mesures sanitaires, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande polarisation. Très, très grande polarisation. Il n'y a pas beaucoup de milieu. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de zone beige. Il n'y a pas de ouais, ben. Ce qui fait en sorte que on voit 2 groupes sortir de la tête de l'eau en termes de sondage. Il y a le gouvernement Legault qui pète des scores incroyables. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu ça. Ça, c'est la majorité de la population qui dit ça, la vaste majorité de la population. Puis il y a Éric Duhaime qui monte un petit peu, qui est à 9%, je vais vous donner les chiffres dans une minute, qui est à 9%. Puis Éric Duhaime, lui, dans le fond, il ramasse tous les antis, toute la colère, tous les gens en colère. M. Trudeau a même utilisé l'expression « la meute ». Alors, Éric Duhaime, qui est double vacciné en passant, ben, ramasse tous ceux qui sont contre le vaccin, parce qu'il joue le flou artistique. Ce qui enlève, dans le fond, le vote anti-CAQ, ça les enlève au PQ, à Québec solidaire. Pas beaucoup, mais un peu, puis beaucoup aux libéraux. Alors, je vous explique les chiffres, puis les conséquences de ça. Donc, je vais y aller tranquillement, parce que c'est bien des chiffres. Point que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est du jamais vu. L'appui à M. Legault, là, c'est du jamais vu. Puis honnêtement, c'est une bonne nouvelle en matière de crise sanitaire. Alors, j'y vais. Alors, dans la population générale, donc incluant les anglophones et allophones, la CAQ est à 49% d'intention de vote. Les plus proches sont les libéraux à 16%. Ils sont 33 points derrière. 33 points derrière, on est à 1 an d'élection. Québec solidaire est en 3e place à 14% des intentions de vote. Et ensuite, le PQ et le Parti d'Éric Duhaime, les conservateurs du Québec, sont à 9% chacun. Qu'est-ce que ça me dit? Bon, ça me dit que les carottes sont cuites, 33 points d'écart, oubliez ça. Ça me dit qu'il y a une... Puis la tendance, c'est que
la CAQ monte, vous allez voir des chiffres tantôt, là. La CAQ monte, puis Éric Duhem monte, donc il y a un vacuum dans le centre. Ça me dit que le PQ en arrache énormément, puis les libéraux aussi. Si je vais chez les Franco maintenant, juste les francophones, parce que là, ça représente plus de comtés, dans le fond, on est capable de compter ça de même. La CAQ est à 53%. Les libéraux, en fait, je vais y aller en ordre. OK? La CAQ à 53%, je vais y aller comme ça. Deuxième position au Québec, Québec solidaire. Chez les Franco, à 16%. Ensuite, le PQ à 11%. Éric Duhem est à 9%. Puis les libéraux de Dominique Anglade sont à 9%. C'est du jamais vu, là. T'as jamais vu ça, là. À 9% chez les francophones. Ce que ça me dit, c'est que la CAQ et Québec solidaire, quand on voit les tendances, parce que c'est important, sont stables. En chute libre, le PQ et les libéraux. Puis Éric Duhem est en remontée. Alors, le transfert de vote anti est passé, puis dans le fond, parce que les libéraux et le PQ sont très collés sur les mesures gouvernementales, sont d'accord, à moins de quelques exceptions près, puis des virgules, mais sur le principe, puis c'est correct, c'est responsable, ils sont d'accord avec le gouvernement. Fait qu'eux autres, ils ramassent pas le vote anti. Fait qu'Éric Duhem, lui, il a décidé de jouer le tout pour le tout, puis lui, il fait plaisir aux anti, puis il ramasse le vote. Ce que ça va vouloir dire pour ça, c'est que l'enjeu d'Éric Duhem, c'est qu'à 9%, c'est très, très, très dilué, si ce n'est que peut-être pas dans la région de Québec. Est-ce qu'il serait capable de faire du trouble, pas gagner, mais est-ce qu'il serait capable de jouer le trouble-fête dans certains comtés à Québec? Il est beaucoup trop tôt. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un clivage à cause de la question sanitaire. Ce qu'on voit également, c'est que les appuis à la CAQ, c'est du jamais vu depuis 50 ans. Entre autres, à cause des mesures. Quand tu arrives, dans le fond, il y avait pas mal d'affaires qui allaient dans son sens. Premièrement, les libéraux avaient fait leur temps, l'usure du pouvoir. Deuxièmement, la job de bras pour les finances publiques avait été faite. Ils se ramassent avec les coffres pleins, puis le monde tatané du gouvernement libéral. Fait que là, tu pars avec le vent dans le dos. Et là, il arrive une crise. Ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre, mais il l'a bien géré. Fait que là, le code d'amour est encore plus vrai. Puis au surplus, ben, les deux partis principaux d'opposition n'ont pas eu de chef pour un bout. Puis les nouveaux chefs, ça ne lève pas. Que ce soit Paul Saint-Pierre Plamondon, vous allez me dire qui, ouais, c'est ça, ou Dominique Anglade, le jello ne pogne pas encore. Fait que, dans le fond, les astres étaient alignés, là. On était tannés, les coffres étaient pleins, on est capable de livrer certaines promesses en partant parce qu'il y avait de l'argent, puis on a une crise, puis ils gèrent pas pire la crise. Fait que, puis on n'a pas d'opposition. Alors, voilà, c'est le résultat. Les enjeux, par contre, pour la CAQ, c'est très certainement de faire attention à l'arrogance du pouvoir. L'arrogance du pouvoir se manifeste de plusieurs façons. Puis, quand cette odeur-là arrive dans la population, c'est très difficile de l'enlever. Le défi pour la CAQ, c'est de ne pas tomber là-dedans. Mais il y a une couple d'affaires qui font que ça semble ça. Je vous donne des exemples. 2. La mesure sanitaire, l'urgence sanitaire, puis on fait fi de toutes les règles démocratiques. Ça, il va y avoir un point de bascule, à un moment donné. 2, deuxième élément, l'ingérence dans la campagne fédérale. Que c'est assez rare qu'on voit ça, qu'un premier ministre dit « votez pour telle personne ». D'habitude, ils sont plus subtils que ça, disent ben, il y en a des moins bons que d'autres, voici pour qui il ne faudrait pas voter, ça vous laisse quelques choix, etc. C'est pas ça que M. Legault a fait. Tu sais, en père de famille, écoute, tu vas voter bleu, mon chum, mon fils, ma fille, tu vas voter rouge. C'est assez arrogant, ça. Surtout si jamais, parce qu'on va vivre avec les conséquences de cette déclaration-là, si M. Trudeau gagne. Alors, il y a des risques. Et il y a des risques, et François Legault est assez expérimenté pour les flairer, mais le naturel revient quelquefois au galop. Dans ça, les libéraux et le PQ. Bon, Québec solidaire continue sur la même voie, ils ont une raison d'être,
c'est la gauche radicale, c'est je m'en sac qui paye, puis si tu gagnes en haut de temps, ben t'es un riche, puis t'es pas bon, puis il faut que tu payes. Bon, OK. Ça, c'est ça. Éric Duhaime, lui, complètement à droite, trop d'État, puis un sujet. Il y a un sujet. Il est contre les mesures sanitaires. Double vacciné, lui, là. Mais il est contre les mesures sanitaires. OK. Il n'y a rien à dire sur rien d'autre. Maintenant, les deux partis traditionnels, péquistes et libéraux, ne peuvent plus vraiment se définir comme option, comme dans le fond, les souverainistes et les fédéralistes. C'est plus bien dans le débat présentement. Ça va le redevenir un jour. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Et ils se cherchent. Les partis se cherchent. Là, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être compétitif dans un an et demi? Dans quoi? L'élection, c'est en octobre. Alors, dans 13 mois. En 13 mois, on a 13 mois pour être compétitif dans cette élection-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ou on dit, ça n'arrivera pas dans 13 mois, fait qu'on prévoit 4 ans et 13 mois, puis on agit en conséquence. C'est peut-être une stratégie. Mais ils doivent se poser plusieurs questions. Parce que, d'ailleurs, ça m'amène à mon quatrième sujet, le caucus des libéraux précessionnels. Rapidement, je vais là-dessus. Manifestement, les libéraux cherchent, là, ils ont perdu tous les repères. Là, c'est rendu. Dominique Anglade, il y a quelque temps, demandait la fin des mesures de l'urgence sanitaire, puis hier, plaidait pour maintenir l'urgence sanitaire au Québec, dans le fond, en disant que non, c'est correct, occupe-toi pas, François, de l'Assemblée nationale, décide toi-même pour imposer l'obligation vaccinale, alors qu'il y a bien d'autres moyens, notamment par une loi, etc. C'est fondamental, le respect de notre démocratie, puis il y a d'autres moyens que de dire, OK, le gouvernement gère ça par décret. Puis Dominique Anglade, donc, fait un 180 degrés, revient là-dessus. A très mal géré la question de Gaétan Barrette à une journaliste. Gaétan Barrette est authentique. Il y a un journaliste qui demande, aimerais-tu être ministre de la Santé encore? Elle dit, ben oui. Hey. Là, Dominique Anglade se fait poser la question, est-ce que, tiens, je vais fermer ça, est-ce que ça serait une option? Est-ce que ça serait une option que Gaétan Barrette soit nommé ministre de la Santé? La réponse à donner, c'est ceci. Premièrement, là, on est à 13 mois de l'élection. On n'a pas gagné l'élection. Puis je ne formerai pas mon conseil des ministres 13 mois avant. Puis moi, ma préoccupation, là, c'est d'être une opposition efficace. Jusqu'à un gouvernement en attente efficace, proposer un plan de société, un plan de société aux Québécois, puis gagner l'élection, puis je ferai mon conseil des ministres par la suite. C'est pas le moment de faire ça. C'est ça la réponse qu'elle devait donner. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a laissé le flou artistique en disant, ben moi, ma porte-parole en santé est bien bonne, laissant sous-entendre qu'il n'en était pas question. Pourquoi elle a fait ça? Ben, elle a fait ça pour asseoir son autorité, pour dire que c'est pas Barrette qui mène. Elle a fait ça aussi pour dire que parmi les épines dans le pied des libéraux présentement, c'est Gaétan Barrette puis la réforme Barrette. Puis probablement qu'elle serait bien contente s'il n'était pas candidat. Mais elle n'a pas le courage de le sacrer dehors. Oublions pas que les deux étaient à la CAQ avant. À mon sens, on est en train, chez Dominique Anglade, de renier le passé, de renier plein d'affaires pour lesquelles elle a voté, parce qu'elle se dit, mon Dieu, on s'est ramassé dans le pétrin qu'on a présentement à cause de ce qu'on a fait comme libéraux. C'est une façon de voir ça. Moi, je pense que ça, c'est la recette pour l'insuccès. De renier tout ce que tu as fait, d'avoir aucun principe, de dire, ouais, finalement, on s'est trompé sur tout. C'est peut-être pas la meilleure affaire à faire si tu veux reprendre le pouvoir, me dire, il y a des affaires que tu peux dire oui, mais à coup pas, mais tu peux pas faire ça sur tout. Surtout pas des grosses affaires comme une réforme de la santé qui a été faite. Donc, elle est en train de jeter Gaétan Barrette sous l'autobus. Ça va déjà mal dans le caucus. Déjà, on a plusieurs députés qui vont dire « Moi, je ne reviens pas ». C'est pas bien parti pour elle. Puis le troisième élément, encore une fois, elle s'en va dire « Bon, ben j'ai un plan pour maintenant les garderies. Ça va être un droit. » Un droit. Je suis d'accord avec ça, hein? Un droit. Mais les conséquences de ça, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Fait que si tu fais un droit, ça veut dire que les gens qui n'ont pas de place, parce que son plan est sur 5 ans. Fait que pendant 5 ans, c'est un droit et je n'ai pas de place, qu'est-ce que je fais? Ben, je poursuis. Ou bien non, j'ai une compensation. Ben, mais ça ne règle pas les places, d'une part. Deuxièmement, elle dit il va y avoir une contribution réduite pour tout le monde. Ça vient d'un gouvernement qui a erré
avec une des premières mesures en disant, bien, finalement, les garderies, ça va être indexé, ça va être en fonction de ton revenu. Comment Francine Charbonneau, qui est dans le caucus, qui était la ministre responsable jadis, qui a défendu ça, doit se sentir? C'est correct de dire, on a changé d'idée, mais il faut que tu le dises de même. Faut que tu ne laisses pas sous-entendre tout à coup que ben là c'est une nouvelle révélation. Moi, j'ai trouvé Dominique Anglade excessivement faible sur tous les points aujourd'hui, depuis quelques jours au caucus, parce que ça me fait penser à une girouette. Elle n'a aucune idée où est-ce qu'elle s'en va. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui arrive bientôt et je pense que pour les libéraux, ce sera une occasion à saisir pour se ressaisir. Et ce dont je pense, ça arrivera le 2 octobre prochain. Le 2 octobre prochain va marquer le 25e anniversaire du décès de Robert Bourassa. Et il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que la pandémie va l'empêcher, cette activité-là? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se prépare pour souligner là, le décès d'un homme qui a façonné le Parti libéral du Québec. J'étudie Canada, Parti libéral du Québec. Et donc, le 2 octobre prochain, 25 ans, je pense que les libéraux devraient prendre un moment de réflexion pour regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire en utilisant cette date charnière pour, dans le fond, recentrer les libéraux, pour dire, OK, attends une minute, là. Nous autres, on est un parti, pourquoi? On va proposer un plan de société qui va englober quoi? Puis on va vivre avec. Puis on va défendre des valeurs. Puis on va vivre avec. Pas girouette comme Dominique Anglade fait présentement. Et j'espère qu'elle va utiliser le 2 octobre là, comme un moment important de réflexion pour le parti. Parce que, honnêtement, le parti est à la croisée des chemins. Là. À 9% chez les francophones, tu n'as plus rien à perdre. Tu as zéro à perdre de dire, OK, attends une minute, là. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas, là. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Puis manifestement, le jello pogne pas avec Dominique Anglade. Bon, je voulais vous parler de ça. L'autre sujet, rapidement, un moment important d'un décès en Outaouais qui est important. André Beaudoin, le grand patron de Slush Poppy, est décédé. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est un gars, premièrement, c'est une belle histoire entrepreneuriale. Il est allé aux États-Unis, il a vu une idée, il a eu le flair entrepreneurial, il a ramené ces machines-là. Ça a commencé, vendre de la slush. C'est de la glace avec du colorant. C'était pas compliqué. Évidemment, il y a un réseau de distribution, etc. Il a pris la franchise pour le Canada, puis c'est une entreprise florissante. Ça utilise du capital humain de l'Outaouais, ça a utilisé des gens de l'Outaouais. Je pense à mon ami André Guibard chez Novacom en termes de marketing, etc. C'est un gars qui était impliqué dans sa communauté, c'était un mécène, c'était un mentor pour plusieurs gens d'affaires. C'est une grosse perte pour l'Outaouais. Puis là, l'entreprise est entre les mains de son gars Jean Roch et ça va bien. La relève est là. La relève, donc, entreprise familiale. Et c'est une grosse perte. Je voulais souligner ça. Parce que c'est un gars qui a marqué l'Outaouais. Et finalement, demain, le 11 novembre, ben, ça marque 20 ans évidemment, des tours, de l'effondrement des tours, des attaques terroristes. Et tout le monde se souvient où il était. Je voulais simplement vous partager ça, où il était le 11 novembre 2001. Moi, j'étais en train de faire du sport. En fait, j'étais en train d'aider une candidate dans une élection partielle dans la région de Shawinigan, Trois-Rivières, le comté de La Violette. C'était Julie Boulay, l'ancienne ministre que vous connaissez, qui était en élection partielle et le débat, ces fusions municipales forcées, faisait rage. Et là-bas, j'étais à Grand-Mère, la ville de Grand-Mère, parce qu'on voulait fusionner la ville de Grand-Mère, puis on était allé faire quelque chose là-bas. Puis, c'est pour vous montrer comment c'est en politique des fois. Moi, je suis dans le local, puis on s'en va faire un point de presse comme à 10 h, quelque chose comme ça. Puis là, il y a une première tour qui tombe. Je dis, voyons, on ne peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas sortir un point de presse. Puis là, les gens des communications du parti, oui, ils ont tous 22 ans, là. Oui, c'est une bonne idée, il faut sortir. Je m'en vais faire un point de presse, il n'y a personne qui m'écoute. Il y a des journalistes d'hebdo, puis d'attitude. Puis on apprend que la deuxième tour vient de se faire attaquer pendant que je suis en point de presse. Donc, pour vous montrer des fois que des instincts en politique, ça sert beaucoup mieux que des conseils. Puis j'aurais pas dû sortir à ce moment-là, mais j'étais... tout le monde sait où il était. Moi, j'étais en train de faire campagne électorale avec ma collègue Julie Boulay dans le temps. Et vous étiez où? Vous en souvenez? Probablement, fort probablement. Parce que là, la terre a tremblé un peu
C'est assez ironique, hein? Un peu comme 20 ans plus tard, la Terre tremble encore avec une pandémie et on est à quelques jours après l'insurrection chez les Afghans. Donc, what goes around comes around. Hein? 20 ans plus tard, est-ce qu'on aurait pensé être dans cette situation-là? La vie a changé il y a 20 ans, partout, particulièrement dans les transports aériens. La vie va changer également après la pandémie. Ça, on peut être pas mal sûr de ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, Canada Tremblant, c'est le commanditaire de cette semaine. Canada Tremblant vend des terrains disponibles, notamment pour Airbnb, puis vous pouvez les acheter avec des bitcoins si vous avez été sage, puis vous avez suivi les conseils de plein de monde qui disaient « Ah, c'est un bon deal, les bitcoins, ça va être la monnaie de l'avenir, la devise de l'avenir. » Alors, si vous êtes parmi ces gens qui avaient eu l'éclair de génie, bien, vous pouvez et vous pourrez utiliser les bitcoins pour acheter un terrain à Canada Tremblant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et bonne fin de semaine là-dessus. Je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.